Le Barça bat le FC Séville sous le score de 4 buts à 1. Et c'est une victoire qui fait beaucoup de bien parce que déjà c'était un match quand même assez dingue. Il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, mais surtout parce que par rapport au classement, le Barça revient à un point de l'Atlético Madrid et à 2 points du Real Madrid. Ça, c'est excellent. Il y a seulement 10 jours, le Barça avait 7 points de retard sur le Real Madrid et aujourd'hui, ils en ont déjà rattrapé 5. Et donc la course au titre est totalement relancée. Maintenant, par rapport à ce match, il s'est passé énormément de choses. Je vais essayer d'en parler, en tout cas de citer un maximum de choses. Il y a beaucoup de positifs, il y a quelques petites choses aussi négatives, évidemment. Mais en tout cas, personnellement, je retiens le positif parce que je trouve tout de même que la prestation globale des joueurs, l'intensité qu'ils ont mis, la détermination qu'ils ont eue, leur calme et leur sérieux par rapport à toutes les circonstances du match ont été quand même très importants. Ici, quand on regarde par exemple le premier but, ça arrive suite à une combinaison travaillée. Lors d'un corner, on voit que Rafinha a le ballon, donne un super ballon justement pour Inigo Martinez qui fait la remise pour Lewandowski qui va marquer sur une frappe en extension. Ça, c'est vraiment intéressant parce que on voit que le Barça travaille de plus en plus les phases arrêtées et le Barça est de plus en plus dangereux sur les phases arrêtées aussi et marque de plus en plus de buts là-dessus aussi. Ça, c'est important parce que, ok, le Barça fait de superbes contre-attaques. Rafinha est excellent dans les appels. Lamine Yamal peut dribbler n'importe quel joueur. On peut déjà espérer des buts comme ça. Mais si tu veux être compétitif le plus longtemps possible dans la saison, dans tout type de match, face à tout type d'adversaire, il faut aussi travailler les phases arrêtées. Surtout qu'on sait que le Barça a toujours du mal face à des équipes qui jouent en bloc bas resserré. Si tu n'arrives pas à marquer dans le jeu, les phases arrêtées peuvent beaucoup t'aider aussi. C'est un bonus qu'il ne faut pas mépriser. Et on dit que tu as bien compris. Donc là, ça fait 1-0. Maintenant, tout n'est pas tout rose parce que directement après, on n'a même pas le temps de célébrer le but que Séville a déjà égalisé. Et quand on regarde, c'est sur l'engagement. Déjà, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Quand on voit que le Barça joue le piège du hors-jeu dès l'engagement, pour moi, c'est un peu précipité. Quand je vous disais que le Barça ne doit pas non plus mettre en place le piège du hors-jeu de manière constante, constamment lors d'un match, je suis pour le piège du hors-jeu, mais il faut savoir être intelligent, on va dire, et surtout savoir quand il faut le mettre en place ou non. C'est ça que je veux dire par là. Et quand on regarde ici, le piège du hors-jeu pour moi est un petit peu trop prématuré. Et puis surtout, c'est Araujo qui fait l'erreur. Parce qu'en soi, on peut déjà dire que lors d'un coup d'envoi, faire le piège du hors-jeu, c'est peut-être pas non plus quelque chose de très sûr. En tout cas, c'est une grosse prise de risque. Maintenant, surtout, Araujo ne s'aligne pas. Alors, quand on regarde, on a vu des images par après d'archives de VAR où il montre bien qu'au final, il y avait une position de hors-jeu, ça se joue à rien. Mais justement, ça s'est joué vraiment à rien et on voit dans les ralentis que Araujo a un contretemps. Et il comprend après tout le monde qu'il doit jouer le piège du hors-jeu. Ça, ce n'est pas normal. Il n'arrive pas jusqu'à présent à s'aligner et ça pose problème. Ça fait qu'il y a une situation très dangereuse qui a été créée et Séville a su égaliser à ce moment-là. C'est un match hyper important. Imaginez-vous que le Barça ne remporte pas ce match-là, alors que tu peux revenir à 2 points du Real et à 1 point de l'Atlético Madrid. À ce moment-là, ce serait une catastrophe et on en aurait beaucoup voulu à Araujo. Au final, ils s'en sont en sortis, mais il faut quand même retenir qu'Araujo fait une grosse erreur à ce moment-là et ce n'est pas la première fois. Ça fait quand même pas mal de fois qu'il couvre les positions de hors-jeu des adversaires et ça, c'est un vrai problème. Donc ça fait un partout et là, je trouve que le Barça baisse beaucoup l'intensité et dépend beaucoup de Pedri et de la Yamal. C'est eux vraiment qui vont faire des différences individuelles, mais collectivement, c'est beaucoup trop léger. Rafinha n'arrive pas à être trouvé. Bon, on va directement ouvrir le dossier Gavi parce que c'est insupportable. Je vous dis la vérité, j'aime énormément ce joueur, mais ce qu'il fait dans ce match-là en première période, c'est insupportable. Il fait que des fautes constamment, il tente de faire des actes d'anti-jeu, il est très agressif, mais pour pas grand-chose. De base, Gavi, on aime bien ce côté agressif pour son apport dans le pressing et dans le contre-pressing parce que quand tu joues très haut sur le terrain et tu as un joueur comme Gavi, ça t'assure vraiment un très bon pressing. Maintenant, le problème, c'est que là, on ne le voit pas ce côté-là. On voit surtout un Gavi qui est très très nerveux, beaucoup trop dans le conflit. À chaque fois avec les adversaires pardon, contre qui il joue, on voit à chaque fois des joueurs le chambrer, etc. parce qu'il rentre tout le temps dans le conflit. Ça, c'est un vrai problème. Et puis quand on regarde au niveau des transmissions, il n'est pas toujours très juste aussi. Il n'est pas dans une bonne période. Après, il revient des croisés, il faut lui laisser du temps, évidemment. Mais on disait que le mec titulaire, il joue des matchs importants, donc on doit le juger par rapport à ça. Et actuellement, il n'est pas vraiment à un très bon niveau. J'aimerais dire que son classico lors de la finale de Supercoupe d'Espagne a été excellent. Son match face au Real Betis lors de la Copa, où il met le but aussi, a été excellent. Mais après ça, il enchaîne quand même les matchs où on le voit beaucoup plus faire des fautes et des actes d'anti-jeu plus que des choses intéressantes dans le jeu. Et ça, vraiment, c'est décevant. Ensuite, par rapport au reste du match, pardon, on a vu surtout
donne Pedri, encore une fois, marcher sur l'eau et montrer que c'est un joueur sensationnel. Parce que la passe D qu'il offre à Fermin, qui a d'ailleurs remplacé Gavi, c'est dingue. Vraiment, vraiment, c'est dingue. Pedri, ce qui fait la petite pichenette. Et le pire, c'est que quand tu reçois le ballon et qu'il est face au jeu et qu'il y a l'appel de Lewandowski et de Fermin, je me lève tout de suite et je me dis qu'il va se passer quelque chose. Bon, après, je ne pensais pas non plus qu'il allait avoir but tout de suite, mais en tout cas, je savais qu'il allait se passer quelque chose parce que Pedri, lorsqu'il a le jeu face à lui et un petit peu d'espace, c'est tout de suite fini. C'est tout de suite. C'est pas toujours lui qui fait la dernière passe, mais en tout cas, c'est toujours lui qui va apporter du danger. Toujours, toujours, toujours. Et la plupart des buts du Barça proviennent au départ de Pedri. C'est toujours la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où dire que Pedri c'est le meilleur milieu de terrain au monde, c'est un tapin. Honnêtement, n'importe quel observateur du football, voit très bien que Pedri est un joueur sensationnel qui excelle au milieu de terrain. Maintenant, j'ai envie de te dire que là, Pedri, dans le débat des meilleurs joueurs au monde, il y est aussi parce qu'il n'a pas des stats comme les autres, ok, mais le nombre de fois où il fait des différences pour son équipe, au bout d'un moment, c'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi fort match après match et d'autant aider ton équipe de par tes différences individuelles. C'est fou. Et puis par rapport à Fermin Lopez, maintenant on doit aussi ouvrir son dossier. Il rentre, donc il remplace Gavi. Pourquoi il remplace Gavi? Parce que Gavi, lui, était trop agressif. Il avait déjà un carton jaune, faisait beaucoup de fautes et il aurait pu prendre son carton rouge s'il continuait comme ça. Fermin Lopez, lui, il entre. Au départ, il commence bien. Ok, il arrive à mettre ce but tout de suite. C'est magnifique. On voit que quand il est en confiance, il peut mettre assez régulièrement des buts. C'est une très très bonne chose. Par la suite, on voit des contrôles, des petits ponts et vraiment des bonnes actions de sa part. Il fait une très bonne entrée. Maintenant, le problème, c'est qu'à un moment donné, il pète un câble et il te fait un tacle complètement fou. Le tacle avec la jambe hyper haute qui arrive jusqu'à la cuisse. Vous vous rendez compte, un tacle avec ses crampons jusqu'à la cuisse. C'est dingue. Et par rapport à ça, il prend son carton rouge qui est totalement mérité. Maintenant, le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, il remplace Gavi parce qu'il est un peu trop nerveux et il pourrait prendre un carton rouge. Ah ben lui, il vient et il prend son carton rouge au bout de 17 minutes. C'est pas normal. Et ça, c'est un excellent engagement de la part de Fermin Lopez. On sait très bien que c'est l'une de ses qualités. Il est très très actif sur le terrain, il court énormément et il apporte quand même une énergie positive. Maintenant, quand tu es aussi agressif comme ça, ce n'est pas normal. Et à ce moment-là du match, tu es repassé devant, c'est 2-1, et toi tu prends un énorme risque comme ça, tu prends le carton rouge, et là le Barça n'est pas du tout dans les meilleures conditions. Et donc par rapport à ça, quand on regarde, bon je me suis trompé, hein, il y a eu 3-1 à ce moment-là parce que Rafinha a mis un but magnifique, et d'ailleurs Rafinha fait pas spécialement un bon match, mais le but qu'il met, c'est de la folie. Et à ce moment-là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir le Barça. Quand ils sont à 10 contre 11, il reste à peu près une vingtaine de minutes à jouer, 25 minutes si je ne me trompe pas, et quand on regarde dans les faits, le Barça a très bien géré la situation. Ça m'a rappelé un petit peu le match aussi face au Real Madrid lors de la finale de Supercopa, encore une fois. Ah ben, le Barça avait pris un carton rouge, c'était donc Iñaki Peña qui avait dû remplacer Chechny. Et par rapport à ça, c'est intéressant. On a vu un Barça qui a su casser le rythme du match. Ici, encore une fois, ils ont totalement cassé le rythme du match. Il y a plusieurs choses à dire, hein. Par exemple, déjà, oui, le Barça conserve le ballon, joue de manière beaucoup plus lente. Ils vont toujours essayer d'apporter leur contre-attaque pour apporter du danger à la défense de Séville, pour pas non plus qu'ils se relâchent totalement. Ça, c'est intéressant. Et puis, ils défendent aussi de manière beaucoup plus prudente, avec un peu moins de pièges du hors-jeu. Donc, il y a une adaptation. Il y a une préparation à l'idée de se dire qu'il pourrait y avoir un carton rouge et il faut tout de suite savoir ce que l'équipe doit faire. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, par rapport au changement d'Hansi Flick aussi, il fait rentrer Dani Olmo et Eric Garcia. Mais c'est vraiment intéressant parce que Dani Olmo joue aux positions de ailier gauche et Rafinha joue plein axe. Maintenant, Dani Olmo doit défendre et on utilise Rafinha plein axe juste pour prendre la profondeur, pour rassurer des contre-attaques. Et ça, c'est une bonne manière de défendre. Si tu veux bien défendre, il faut apporter aussi du danger offensif pour que l'équipe en face ne puisse pas non plus monter très haut. J'aime beaucoup cette idée-là d'Hansi Flick et quand on regarde, ça a bien fonctionné parce que le bloc de Séville n'a jamais été hyper haut sur le terrain parce qu'ils n'ont pas osé prendre beaucoup de risques vu le danger qu'apportait Rafinha dans le domaine des contre-attaques et dans l'utilisation des espaces. Ça, c'est intéressant. Et puis, Eric Garcia au milieu de terrain en poste de numéro 6 qui entre et qui apporte du calme, qui fait de très bonnes interventions défensives. Il prend un carton jaune aussi, mais mis à part ça, il fait un très bon match. Et puis, il va carrément finir par marquer son but. Ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très positif pour lui. Et j'ai envie de te dire que par rapport à Eric Garcia, il faut dire les termes. Il faut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il est en train de passer devant Ronald Araujo. C'est aussi simple que ça. Araujo fait énormément d'erreurs au niveau de son alignement, au niveau du piège de hors-jeu qu'il n'arrive pas à comprendre. Son QI foot est limité à ce niveau-là et il le prouve. Eric Garcia, lui, s'adapte très bien aux exigences d'Hansi Flick et à son style. Donc par rapport à ça,
On sait tous qu'Araujo est un meilleur défenseur qu'Eric Garcia. Ce n'est pas vraiment une question qu'il faut se poser. Maintenant, par rapport au système d'Hansi Flick, par rapport à la notion du piège de hors-jeu, par rapport à la qualité que tu peux apporter au niveau de la relance aussi, Eric Garcia est meilleur qu'Araujo pour le système d'Hansi Flick. Et il met son but qui est important ici. Et lors des derniers matchs aussi, on avait vu au niveau du piège d'hors-jeu qu'il s'adapte très bien à la relance. Il est largement meilleur aussi qu'Araujo et il arrive à contrer un pressing. Donc par rapport à ça, ça fait quand même beaucoup de points. Et puis pour terminer, j'aimerais parler d'un joueur, d'un homme sur le terrain, c'est Tech, le fameux gardien polonais, parce que là aujourd'hui il fait un gros match, il fait de gros arrêts, et puis ça fait déjà quelques matchs quand même que je trouve beaucoup plus intéressants. Et je l'ai beaucoup critiqué, j'ai dit beaucoup de mal de lui par rapport à ses sorties, et je reste là-dessus, hein. Pour moi, au niveau de ses sorties, ça n'a pas du tout, il progresse un petit peu, mais c'est vraiment pas quelque chose qui lui correspond. On voit qu'il a fait trop d'erreurs flagrantes. Maintenant, le truc, c'est que sur sa ligne, il est beaucoup plus rassurant qu'Inaki Peña. Ça, il faut l'avouer. Et par rapport à ça, il progresse, il monte en puissance. Match après match, il comprend un peu mieux ce que lui demande Hansi Flick, fait des sorties moins risquées. À un moment donné, il aurait pu avoir pénalty sur une de ses interventions, mais non. Il avait bien mis sa main et il touchait bien le ballon avant d'avoir touché l'attaquant de Séville. Ça, c'est vraiment quelque chose de très positif pour lui. Il faut dire quand il est mauvais, il faut aussi dire quand il est bon. Ici, on va rester toujours honnête avec les joueurs ou avec le coach. Je critique quand je n'apprécie pas ce que je vois, mais quand j'apprécie ce que je vois, je dis aussi le positif. Et Tech monte en puissance. Alors, je ne sais pas s'il va continuer comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois et il me rassure de plus en plus. Voilà. J'ai dit énormément de choses, j'espère que vous avez apprécié le débrief, surtout le match, là ça fait plaisir, le Barça rejoue enfin le titre. Je vous laisse là-dessus et puis moi je vous dis peace.